À mes 20 ans, je venais d'arriver à Paris depuis 2-3 mois pour finir mes études. J'étais entré en licence à l'université Paris-Dauphine. Quand je suis rentré, j'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai découvert après que c'était une super belle école et j'ai eu la chance de rentrer par une prof qui m'a dit d'aller postuler là-bas. Enfin voilà, donc j'arrive à Paris-Dauphine en alternance et je commençais mon alternance chez Capgemini Consulting. Donc c'est une des plus belles boîtes de conseil en France et dans le monde. Du coup, j'allais à la Défense en costume, avec une belle petite mallette en cuir pour bosser dans les tours. Moi, j'étais saucé, j'avais l'impression, ça y est, je suis arrivé, quoi. Ouais. Et à la fin de ma première semaine d'alternance, donc on est au mois de novembre, parce que c'était là le début, on est en 2014. Donc je finis ma première semaine, c'est le vendredi, je suis en train de rentrer chez moi à pied à Courbevoie, j'habitais pas loin. Et à un moment donné, en plein milieu de la rue, pour aucune raison que je puisse comprendre, je fais tomber mes affaires, comme si le poids de, tu sais, Dixit les Gaulois, le ciel me Mmh. tombait sur la tête, et je me mets à pleurer. Et sur le moment, je ne comprends pas du tout ce qui se passe, mais plusieurs heures plus tard, je reçois un appel de ma mère qui est à l'hôpital et qui m'annonce que mon père a fait une rupture d'anévrisme et qu'il faut que je saute dans un train pour y aller parce que, enfin voilà, c'est fini, quoi. Mmh. Et ce qu'elle m'a appris le lendemain, quand elle me raconte l'histoire, quand je suis arrivé, c'est qu'en fait, le moment où dans la rue je m'effondre, ça correspond plus ou moins au moment où mon père perd connaissance pour la dernière fois. Et je n'explique pas pourquoi, et je ne sais même pas d'ailleurs si ce souvenir est 100% vrai ou non. En tout cas, c'est le souvenir qui me reste de cet événement. Et pourquoi je parle de ça pour me présenter? Ce moment-là, qui intervient au moment où j'avais l'impression d'être devenu quelqu'un, ça a été le début de déjà tout un processus de deuil du fait de perdre mon père de manière soudaine comme ça, avec qui j'étais vraiment très proche, mais aussi toute une exploration de développement personnel qui s'en est suivi pour survivre à cet événement, en fait. Et ce Mmh. processus m'a mené quelques années plus tard à une question. J'étais à la fin de mes études, en dernière année de master, et je me suis posé la question de pourquoi il est mort à ce moment-là et qu'est-ce qu'il faudrait que je vois de cet événement pour plus que ce soit, en tout cas à l'époque, l'histoire que je me racontais, c'est que c'était la fin de ma vie, en fait. Mmh. C'est l'événement qui change tout et c'est la fin de quelque chose et le circuit du deuil et de développement personnel. En fait, à un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être en fait plutôt le début de quelque chose que la fin. Et c'est à Mmh. moi de voir que je peux voir cet événement autrement. Et du coup, je me suis questionné sur la vie de mon père, le sens de sa vie. Si je devais dire, OK, qu'est-ce que j'apprends de ces années à lui sur Terre, qu'est-ce que j'apprends de ça? Et je me suis reconnecté un peu à la philosophie de comment lui, il a vécu sa vie, qui était de dire, tout ton entourage, jusqu'à ta famille la plus proche, va projeter sur toi leur définition de ce que c'est bien vivre sa vie. Et tant que tu vis par ces projections, tu seras jamais pleinement épanoui. La seule manière de vraiment t'épanouir, c'est de rentrer à l'intérieur et de te questionner sur à quoi ça ressemble pour moi une vie bien vécue et comment je fais pour agir en alignement avec ça. Et cette prise de conscience-là, ça a vraiment été un déclic pour moi parce que à l'époque, quand je me suis questionné pour la première fois sur à quoi ça ressemble pour moi une vie bien vécue, j'avais pas forcément la réponse. Ouais. Mais ce que j'ai capté par la manière dont lui a vécu sa vie et où je me trouvais à la fin de mes études, encore une fois, un moment un peu charnière dans ma vie, et c'est marrant que la question apparaisse à ce moment-là, c'est de me dire, OK, je vais me lancer sur le marché du travail, je vais sûrement y passer 45, 50 ans. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce temps? Et en fait, je vais y passer tellement longtemps que le travail va être central. Donc, à l'époque, je me suis dit, si j'ai le contrôle sur à quoi ressemble mon travail, j'ai plus de contrôle sur à quoi ressemble ma vie. Et c'est donc à ce moment-là où je me suis lancé à mon compte en freelance en me racontant que la forme où j'aurai le plus de contrôle sur mon travail et donc le plus de contrôle sur ma vie, c'est si je me mets à mon compte. Parce que je peux Ouais. tout designer et j'ai pas de salarié, donc j'ai personne qui dépend de moi. Je suis pas attaché à avoir des charges, etc. C'est juste moi, Mmh. mon ordi, mon cerveau et je fais ce que je sais faire, quoi. Et donc à l'époque, je me lance dans ce cheminement sur des sujets marketing. La suite de l'histoire, et on creusera dans les endroits où tu as envie de creuser, c'est que petit à petit, je me suis rendu compte que ce qui me rendait le plus vivant, c'était
accompagner des gens qui vivent aussi ce questionnement sur la place du travail dans leur vie et comment façonner leur vie autour d'un travail qui les épanouit. Et du coup, ce cheminement m'a mené à développer des compétences de coaching, d'accompagnement, enfin voilà, et me mettre plus dans une posture de transmission, qui est celle que je fais full-time depuis 2021, mais que j'ai commencé à faire depuis 2018. Brique par brique avec le podcast, enfin voilà, les choses que tu me connais sûrement. Ce qui me mène aujourd'hui du coup à faire que ça et à accompagner des centaines d'indépendants, d'indépendantes qui sont dans cette phase de questionnement et de développement de comment je fais pour que mon travail soit en lui-même incroyablement épanouissant, sur mesure pour moi et que je conçoive vraiment un truc qui me ressemble. Et en même temps, quelle est la place de ce travail dans ma vie au sens global du terme et que je fais en sorte que ma vie soit sur mesure. Parce qu'on peut avoir un taf qui nous épanouit, mais qui devient une cage qui nous empêche de vivre toutes les autres choses qu'on veut vivre dans la vie. C'est vraiment cet équilibre qu'il faut chercher. Voilà, je pense que ça définit un peu ce que je fais et je le fais au travers de différents formats, dont cette fameuse phrase d'expérience pédagogique, parce que pour moi, tout passe par la transmission. Ok, super. Bravo pour cette intro. Elle était très belle. Je pense qu'il y a déjà de quoi en tirer de cette intro, donc merci. Avec plaisir. Euh, Bon, du coup, je pense que la grande frustration qui t'a poussé dans l'entrepreneuriat, c'est un petit peu c'est justement cet événement et cette frustration de ne pas être à la place que tu souhaites réellement être, en fait. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est avec ce qui m'est apparu au visage avec la mort de mon père et ce cheminement, aujourd'hui en tout cas, c'est que ce qui était à l'époque la pire chose qui m'était arrivée dans ma vie et qui reste la pire chose et ma plus grosse douleur, Mhm. c'est aussi ce qui me donne le plus de puissance. Ouais. Et c'est aussi le plus gros cadeau que je peux porter aux autres. Parce que tu vois, d'avoir vécu cet événement, de pouvoir parler de ce que j'ai vécu et comment ça s'est transformé, ça me permet de toucher les gens, mais avec un niveau de profondeur que tellement d'autres gens ne peuvent pas avoir. Et aussi de comprendre ce que plein de gens vivent. Et je trouve ça fascinant de voir dans la vie de tellement d'autres personnes, des gens que j'accompagne ou des gens qui m'inspirent et que je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer, que souvent, le pire événement de leur vie, ça devient le truc qui donne naissance à tout le reste. Mhm. Et tu vois, pour moi, entreprendre et la boîte que je suis en train de construire et tous les projets que j'ai pour les gens que j'ai envie de servir, qui sont mes clients et mes clientes, en fait, pour moi, c'est quelque part une manière de redonner vie à mon père, de perpétuer le message qu'il m'a transmis en mourant et toutes les belles choses que j'ai apprises de sa vie. Et du coup, c'est un levier émotionnel de dingue, tu vois. Genre, j'ai pas besoin de me discipliner pour travailler, j'ai pas besoin de me cadrer, avoir des comment bien faire son taf, machin, machin. C'est juste, je me lève et tous les jours, j'ai un feu à l'intérieur de Ouais, ouais. moi en tout cas pour l'instant, n'est pas mort et je pense ne mourra jamais parce que c'est comme ça que je conserve le lien avec mon père, en fait. Et je trouve ça Mhm. ouf, ce cheminement de le pire truc de ma vie qui devient le moteur qui fait que je peux faire des trucs de dingue que plein de gens n'oseraient pas faire parce qu'ils n'ont pas ce moteur, en fait. Ouais, ils en ont peut-être d'autres, mais peut-être pas aussi fort émotionnellement, en fait. On en a tous, ouais, c'est clair. Mais Mais le tien est c'est pas le même. particulièrement fort, effectivement. Je pense que bon, il y en a beaucoup qui ont pu vivre, je pense, un décès d'un parent ou autre, mais le raccorder tel que toi, tu le raccordes, et enfin, le message aussi que tu as pu en tirer, et du coup, qui t'a transmis, c'est surtout ça aussi la grosse force qu'il y a là derrière, je pense. Ouais. Et qui est C'est hyper propre à la puissant. vie de mon père et qui est Ouais, propre à mon justement, cheminement à moi. ouais, c'est ouf. Et voilà, quoi. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est un beau cadeau. Et le voir de ce point de vue-là, c'est aussi très mature de ta part, parce que je sais pas à quel âge c'était, du coup, mais c'est très mature aussi. Euh, Ben, j'avais 20 ans et là, j'en ai 28. Ouais, ouais, non, c'est ouf, hein. 20 ans, Mm. ouais, ouais, c'est ouf. Et je pense que c'est Euh, un. Enfin, je sais pas comment tu avais prévu qu'on structure cette discussion, mais tu vois, pour moi, c'est un sujet mindset fondamental sur le titre de ton podcast. C'est il y a un événement qui s'est arrivé dans ma vie, et en fait, oui, il est horrible dans les faits, mais il existe un endroit dans comment est-ce qu'on interprète ces faits qui peut tout changer dans comment on le vit. mhm. Ah, complètement.
Ouais, je comptais venir dessus par rapport. J'ai des questions encore, mais ouais, effectivement, à partir du moment où tu vois les bénéfices dans un événement qui est négatif pour toi, bah, tu comprends que bah, en fait, il y a autant de bénéfices que d'événements négatifs dans tout ce qui t'arrive en fait. Et c'est là où, quand tu parles de mindset, et je sais que c'est un sujet que tu traites aussi beaucoup dans ce que tu fais, ou du moins tu en parles beaucoup dans tes communications, tu arrives à te relever de n'importe quoi et t'en es la preuve ici même Mm. que justement, à partir du moment où tu cherches les bénéfices et où tu cherches la gratitude dans ce qui t'arrive, tu arrives à tirer parti et à te lever de ça. Donc, ouais. Ouais. Après, c'est un chemin, je pense, qui est différent pour tout le monde. Je considère que j'ai eu de la chance, que j'ai eu plein de privilèges pour m'aider à suivre ce cheminement-là aussi. Tu vois, j'ai très peu de traumas familiaux. Je suis quand même un homme blanc dans une société occidentale et patriarcale où, enfin voilà, Hmm. j'ai plein de bénéfices et plein de Oui, bien sûr. privilèges qui font que c'est plus facile pour moi de transmuter. Mais je partage la conviction profonde qu'on peut transmuter et que même si c'est dur, même si ça prend du temps, il y a un moment où on peut toucher à, effectivement, tu vois, j'aime bien prendre cette métaphore de dire, il y a la vie qui est là au milieu, tous les faits, c'est là au milieu, et ensuite, nous, on navigue autour et on regarde ça par plein de fenêtres différentes. Chaque Hmm. fenêtre a une couleur différente, chaque fenêtre est une opportunité d'interpréter différemment les choses, sachant que de toute façon, notre cerveau, il va faire des raccourcis tout le temps, donc ce ne sera jamais 100% l'effet rationnel de ce qui s'est exactement passé. Comme je le disais, je ne suis même pas sûr que mon souvenir de cet événement soit à Oui. 100% vrai, mais le souvenir que j'ai aujourd'hui de cet événement est à mon service. Voilà. C'est là où je trouve intéressant, c'est par quelle fenêtre je vais voir le truc et est-ce que je préfère regarder par la fenêtre qui m'aide à faire ce que j'ai envie de faire de ma vie et ce que j'ai envie de construire, ou est-ce que je regarde par la fenêtre qui me prive de mon pouvoir personnel et m'enfonce un peu plus dans le trou. Tu vois, moi, je Hmm. préfère la fenêtre qui est plus à mon service. Donc, Ouais. j'ai renforcé celle-là, quoi. Je pense que tu as choisi la bonne. Et du coup, aujourd'hui, tu accompagnes les freelances de ce que j'ai pu voir. Pourquoi est-ce que tu as choisi spécifiquement d'accompagner les freelances? Ce que c'est des gens qui m'inspirent, Ok. dans le sens où, moi, quand j'ai vécu ce cheminement pour moi, me lancer à mon compte, en fait, j'ai fait face au fait que la majorité de mon entourage n'était pas soutenant pour cette suite. Les gens qui étaient dans ma classe à l'époque, puisque je me suis lancé pendant ma dernière année d'études, Mhm. on était, et surtout à Dauphine et dans les grandes écoles, on est formaté pour aller chasser des grosses boîtes du CAC 40. Moi, j'étais dans la structure stratégie de communication marketing. Donc, la suite, c'était aller trouver une belle agence et bosser dans des grosses agences. Et j'étais en alternance dans une super belle agence à Paris. Donc, les gens de ma classe étaient formatés pour complètement autre chose. Mes profs me disaient, te lance pas, c'est une erreur, va faire quelques années d'expérience en boîte, tu te lanceras après. Les gens qui étaient genre les dirigeants de l'agence où j'étais, qui sont censés t'accompagner dans ton alternance aussi, Mhm. me disaient pareil, genre, fais quelques années en agence, tu te lanceras après. Donc bref, c'était semé d'embûches et c'est un chemin qu'on ne présente pas comme une option. En fait, tu vois, tu vas à l'école, c'est quoi tes options? Soit tu prends un programme entrepreneurial, tu montes une startup et tu essayes de lever des fonds et tout, soit tu deviens salarié. Et on ne présente pas l'indépendance comme une voie possible, pertinente et respectable pour nos vies professionnelles. Alors que Mhm. je voyais quand même plein d'exemples et j'entrevoyais le potentiel de tout ce qu'on peut construire dans nos vies de fou grâce à l'indépendance. Tu vois, aujourd'hui, on fait ce podcast. Donc, on est 6 ans après que je me sois lancé à mon compte. Je me suis lancé en 2016. J'habite au fin fond de la Corrèze, dans une maison écolo, en coloc avec mes meilleurs amis. Genre, il y a la forêt à 2 pas. Je vais souvent à Paris pour faire des conférences et je fais tout en ligne. Genre, j'ai vraiment la vie sur mesure. Tout ce qui existe dans ma vie, c'est 100% choisi. Il n'y a Mhm. rien que je subis. Et je mets au défi beaucoup, beaucoup de personnes de se dire ça. Il y a tellement de gens qui sont salariés ou qui bossent dans d'autres structures qui subissent une grande partie de ce qui se passe. Même quand tu lances ta boîte et que tu as une startup, souvent tu Ouais. subis la pression financière de tes associés ou des gens Les qui ont investi chez investisseurs, ouais, toi. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont subies. Là, je considère que vraiment 100% des choses sont choisies et que c'est l'indépendance et le fait d'être à son compte qui permet ça. Et la définition sera différente pour tout le monde. Je reviens à ce truc sur mon père. Notre entourage va faire que projeter sur nous leur vision d'une vie bien vécue. C'est à nous de Mhm. trouver la nôtre et de la suivre. Ouais, Et je ouais, trouve clairement. que devenir freelance, c'est
ce qui nous permet le plus de faire ça sur mesure. Et en même temps, c'est un des chemins professionnels les plus sombres, difficiles, semés d'embûches, flous, où on n'a pas d'aide, on n'a pas de soutien, même structurellement, politiquement, c'est plus précarisant et moins bien protégé. Et du coup, c'est pour ça que je suis autant inspiré par ce que je fais, autant au niveau individuel d'aider les freelances eux-mêmes qu'au niveau structurel et politique, c'est de me dire, ben en fait, mon objectif, c'est que cette voie professionnelle qui permet tellement de choses incroyables ben, devienne davantage reconnue, respectée, valorisée par notre société, en tout cas en francophonie, parce que c'est le premier pas pour agir. Ouais. C'est dans l'écosystème actuel. Et que ben, des gens veuillent devenir ça, veuillent que ce soit ça leur chemin de pro, veuillent contribuer aussi à ça. Et du coup, à mon sens, il y a deux voies. Un, créer un maximum d'exemples vivants de personnes qui sont à leur compte, qui surkiffent leur taf et qui ont une vie 100% sur mesure. Et en même temps, utiliser tu vois, tous les exemples que je cultive dans le podcast avec tous les gens que j'interviewe. Donc, il y a un poids médiatique. Tous les gens qui deviennent ça grâce à mes accompagnements et ce qu'on construit avec le projet que je porte avec ma boîte. Et utiliser tout ça pour ensuite avoir un poids politique et changer les structures et faire en sorte que bah, voilà, le statut soit mieux reconnu, qu'il y ait des choses qui changent. Ça, c'est une ouverture sur laquelle j'ai envie de continuer de travailler, qui n'était pas le cas pour l'instant. Mais enfin, voilà, c'est changer le monde dans Mhm. lequel on habite pour que les freelances soient plus épanouis, quoi. Donc j'imagine que dans ta vision, tu restes solo du coup, ou tu as des ambitions de grandir avec des équipes et ainsi de suite. De toi, comment tu le vois pour ta projection Bah, si dans tu veux, je peux te les parler de prochaines ma années? vision à 20 ans. Hein. Ouais, vas-y. C'est très clair. L'idée, du coup, c'est... Donc là, la première brique, c'est une brique de transmission. Comme Ok. je disais, c'est une voie où c'est très peu clair comment monter et piloter une entreprise solo qui part de soi. C'est tellement plus complexe qu'une startup où tu fais un truc un peu froid de on voit une problématique, on structure une solution. Là, ça part de tes tripes quand tu es à ton Ouais. compte. Tu peux pas faire autrement. Mm. Donc, il y a tout l'aspect de un individu et la compréhension d'un être humain, comment on transmute ça dans une entreprise qui est pertinente sur un marché et qui apporte une certaine rentabilité pour que l'être humain qui la pilote se développe. Donc déjà, il y a toute une phase de transmission avec tout le savoir nécessaire sur tous ces sujets interconnectés qui vont de le mindset et ce qui se passe dans notre cerveau, comme la discussion qu'on a aujourd'hui, jusqu'à comment tu trouves tes premiers clients, comment tu structures tes offres, comment tu pilotes tes finances, enfin, voilà, du truc le plus intérieur et impalpable que la majorité des gens ne pensent même pas à aller creuser dans les circuits entrepreneuriaux, Mm. jusqu'au truc les plus terre à terre. Donc ça, c'est la première brique, ce truc de transmission avec les formations, les expériences pédagogiques, le coaching. L'évolution long terme de ça, c'est de continuer de structurer de nouveaux programmes, de nouvelles formations et à terme un lieu pour accueillir ce genre de réflexion. Et le lien avec mon père à cet endroit-là, c'est que mon père, à ses 26 ans, a acheté une vieille ferme défoncée au fin fond de la Dordogne où j'ai grandi. Ouais. Et sa vision, c'était d'en faire un lieu de retraite, un peu spirituel, un peu écolo, des trucs comme ça. Et sa stratégie à lui, c'était de tout faire à la main, ce qu'il n'a jamais terminé. Moi, ma stratégie, c'est avoir l'entreprise qui finance le fait de terminer les travaux pour en faire un lieu d'exception pour continuer de transmettre. Ok. Donc, finir le projet, et j'ai tous ces dessins. Genre, il avait la vision de ce à quoi ça ressemblerait. Juste, il n'a pas eu le temps et les ressources pour terminer. Donc, déjà, la première partie de la vision, c'est terminer ça. Et du coup, structurer cette partie transmission. Et après, autour, plein d'autres initiatives qui sont en fait, tu vois, un écosystème d'entreprise au service des gens qui sont à leur compte, avec par exemple des structures de coworking, co-living qui te permettent de manière assez fluide de bosser soit dans les villes, soit à l'extérieur. Donc par exemple, tu as un abonnement dans un super beau coworking à Bordeaux, et compris dans ton abonnement, tu peux fuir dans un co-living à côté de la mer pour te prendre une semaine pour prendre du recul sur une grosse mission sur laquelle tu bosses et changer d'environnement de travail. Donc il y a tout ce truc de environnement de travail où je suis géographiquement, couplé avec, j'ai envie de faire un truc avec plein de sujets de papeterie, bureauterie, en gros que tu te dises, je veux concevoir mon espace de travail sur mesure et idéal chez moi, pour les gens qui veulent bosser chez eux et Mhm. pas dans des coworking, tu vois. Et donc avoir, je sais pas, des archis d'intérieur qui t'aident à designer un espace trop beau dans lequel bosser. Enfin, voilà, en gros, apporter plein de choses qui sont au service du fait de concevoir ce métier sur mesure et ce mode de travail dans ta vie sur mesure.
Donc, développer plusieurs typologies d'entreprises autour de ça. Et pour ces boîtes-là, ça sera souvent, je pense, délégué. Et moi, je serai là pour impulser, structurer, piloter, mais pas pour faire. Mhm. Là où dans la transmission, j'ai envie de... Enfin, c'est ça qui me fascine, tu vois. Ouais, ça Comment t'anime, est-ce qu'un quoi. être humain apprend, passe à l'action sur des trucs pour transformer son quotidien? Bah, ça me fascine, tout ce côté éducation, tout ce côté pédagogie. Donc là, je vais rester dedans. Mhm. Il y aura sûrement des équipes à un moment donné. Là, j'ai déjà pas mal de... Enfin, cette année, c'est une grosse année charnière où il y a de plus en plus de gens qui rejoignent le projet, qui bossent en freelance. Ça fait sens pour moi, comme je transmets à des freelances, de bosser avec des freelances. Je ne sais pas si je recruterai un jour, mais ça, on verra. Donc voilà, ça commence à Ok. être assez clair, je pense. Et ça, du coup, ça va prendre du temps, quoi. Tout ça. Mhm. Oui, j'imagine. Ouais, on n'ouvre pas une chaîne de co-living comme ça en claquant des doigts. Non. Enfin, mais c'est un beau projet. Ça change de ce qu'on peut entendre d'habitude dans notre typologie de métier. Et, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est une Mm. belle vision. Et c'est vrai que ça rejoint aussi un petit peu ton point d'expérience, je pense, où justement, bah, tu veux faire vivre des expériences et ça passe naturellement aussi par du physique en Ouais, partie, bien qu'on peut en avoir de belles aussi en live, à visio, comme on le fait. Mais le physique, ça reste le physique. Et je pense que du bien coup, sûr. bah, c'est bien rattaché à ça aussi. Donc, ouais, Grave. c'est une belle vision. Tu veux que je te parle de ce que j'entends Ouais, par ça? vas-y. En fait, c'est donc ce terme expérience pédagogique, il vient de tout le taf de fond que je fais pour ce truc que je disais juste avant, comprendre comment est-ce qu'un être humain intègre des informations et les réutilise vraiment pour faire des choses. Mhm. Et c'est là où, du coup, en t'intéressant à l'éducation, on se rend compte que la manière dont est structurée l'éducation à l'école, à l'université, etc., c'est genre tellement limité sur comment est-ce qu'un être humain apprend vraiment, Ouais. parce qu'il y a tellement de couches au-delà de juste une information qu'on me donne et que je suis censé retenir par cœur. Il y a une étude super intéressante, le nom du chercheur m'échappe, mais je pourrais te repartager, qui a créé un truc qui s'appelle le cône de l'apprentissage, le triangle de l'apprentissage, où ça hiérarchise le degré de rétention de l'information en fonction de comment l'information est transmise. Et les D'accord. manières dont tu retiens le moins l'information, c'est quand tu lis un truc, tu vois un truc sur un écran ou tu entends. Tu vois, genre quand tu Ouais. as un sens stimulé et pas les trois. Et déjà, si tu commences à cumuler tous les sens, là, tu commences à avoir un peu plus d'intégration. Donc, ça part de, par exemple, on est à l'école, on nous projette des slides et on nous dicte un cours. Là, tu as genre 10, 15, 20% de rétention. Et tout en bas, tu as deux niveaux qui sont tout en bas, là où tu retiens le plus. Le premier, c'est quand tous tes sens sont stimulés et que tu es dans l'action même. Et Ouais. du coup, il y a un truc tout con que je fais par exemple en visio avec les gens, c'est quand il y a une information qui leur parle et qu'ils ont envie de retenir et qui fait sens pour eux, je leur fais secouer les mains comme ça. Parce Ok. que c'est une information que tu donnes avec ton corps. Ça, c'est pas juste rationnel en mode je suis en train de retenir, c'est j'engage toute ma physiologie dans ce qui se passe et mon Ok. corps retient. Le corps humain est une machine fascinante, un objet fascinant, un véhicule fascinant qui se souvient des choses. Tu vois, quand on va s'intéresser à tous les trucs sur les traumas, tout ce qui se passe dans la recherche psychologique et tout, on se rend compte que même il y a des endroits dans notre corps où nos organes stockent des émotions ultra fortes qu'on a vécues dans notre enfance et qui deviennent des souvenirs traumatiques qui nous empêchent de faire des trucs. Donc le corps se souvient. Donc quand tu intègres le corps dans l'apprentissage, ça fait déjà une énorme différence. Donc il y a ce truc de le passage à l'action, de intégrer le corps, et c'est pour ça, comme tu dis, le physique, ça permet vraiment de faire ça. Et je te donnerai un exemple là-dessus juste après, si tu veux. Et Ouais. l'autre sujet, c'est de retransmettre. Donc les personnes qui apprennent le plus sur un sujet, c'est les personnes qui transmettent. Donc les profs, et ça se voit, c'est hyper logique en fait quand tu y réfléchis, c'est que tu passes tellement de temps à structurer ta prise de parole de comment je vais faire pour leur faire passer cette idée, il faut que je dise ça, puis ça, là je vais aller chercher un exemple, que tout ce temps de préparation puis de le verbaliser quand tu le dis à quelqu'un, ben ça, en fait, ça fait que tu retiens encore mieux le truc. Et donc ça, Mhm. c'est autre chose que j'essaie de travailler dans tout ce que je fais, que ce soit en ligne ou en présentiel, c'est partager de la théorie, faire que les gens passent à l'action pour l'utiliser et soit dans le corps aussi et pas que dans le mental, puis le retransmettre à d'autres personnes en faisant des groupes de parole pour dire bah, moi je pense que tu peux faire ça, enfin là en Ouais. bossant ensemble sur des sujets, ce qui est la stratégie de l'école 42, l'école de code Ouais. de Xavier Niel, c'est que du passage à l'action, c'est que de la transmission entre pairs
Ça, c'est basé sur les mêmes réflexions pédagogiques. Donc ça, c'est les deux trucs. Et je te donne un exemple pour le corps se souvient et donc je réutilise derrière. Dans j'ai un séminaire mindset, comme tu disais tout à l'heure, qu'on fait tous les ans pour les membres de notre programme SURF, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans où les gens ont accès à tout ce que je fais. Et il y a notamment 5 immersions là-dedans, dont 3 en présentiel. Et celle sur le mindset, il y a un des exos que je fais où je fais, il y a tout un processus, cet exo arrive plutôt à la fin, mais en gros, on se retrouve sur la plage et c'est à une période où la mer est bien froide. Et l'idée, c'est, je guide un exercice neuro-émotionnel, tu dois connaître ce genre de truc où on va faire naviguer gratitude, fierté, enfin bref, on se connecte à plein de Ouais. trucs intérieurs et on ancre sur c'est quoi la vision que la personne a envie d'atteindre, c'est quoi les choses qui sont les plus importantes pour elle en ce moment dans sa vie et vers où elle veut aller. Donc un peu, tu vois, le cap qu'on se fixe. Et une fois qu'on est vraiment fort connecté à ça, et tout un peu processus qui fait que les gens sont vraiment bien branchés à ça, je leur dis, tout le monde ouvre les yeux, on se met en ligne et on marche, pas en courant, genre on marche avec un pas lent et décidé vers l'eau. Et l'idée, c'est quand tu tapes l'eau froide, tu continues de marcher avec le même rythme sans ralentir et tu observes tout ce qui se passe dans ton corps. Et l'idée, c'est de réguler avec ta respiration, enfin avec tout ce qui se passe pour continuer d'avancer jusqu'à ce que tu sois immergé dans l'eau froide. Ok. Et ça, il y a plein de gens qui l'ont vécu au dernier séminaire pour qui c'était genre impensable de réussir à faire ça parce qu'elles se disaient jamais de la vie je peux y arriver. Mais le fait de le faire grâce au groupe, Ouais, grâce à l'exercice d'avant, grâce à tout l'ancrage de tout le processus qu'on a fait pendant 4 jours pour faire ça à la fin, ça c'est un souvenir, tu vois. Et le moment où Mhm. tu te retrouves dans ta boîte, où tu dois aller faire un truc inconfortable, genre prospecter, où tu vas avoir, je sais pas, une présentation super dure à faire, ton corps se souvient de ce moment où tu allais rentrer dans l'eau froide, tu avais peur, tu te racontais que c'était pas possible et tu l'as fait quand même. Et ça devient des espèces de triggers mentaux auxquels tu reviens parce que ton corps sait faire en fait. Tu n'as même plus besoin d'avoir la force d'esprit de dépasser l'inconfort parce que juste ton corps est habitué à le faire. Et ça, c'est un truc de ouf sur la transmission, sur l'apprentissage. Si on arrive à mettre ça dans tous les sujets et les rendre vraiment concrets et que le corps sache faire, et on peut l'appliquer à tout, tu vois, tu peux l'appliquer à n'importe quel sujet d'apprentissage, même à l'école, c'est ouf la différence que ça fait par rapport à juste je regarde 5 vidéos sur un sujet et j'en retiens à peine 5%. Tu vois. Ouais, clairement. Il y a des formations où ça me fait penser à Alex Dana de Live Mentor. Lui aussi, il n'utilise pas beaucoup, même quasiment pas de présentiel, mais il est aussi très penché sur comment faire vivre la meilleure expérience, comment faire en sorte que voilà, on retienne le plus, on passe le plus à l'action et Ouais, ainsi de suite. Et il parle aussi beaucoup de tout ça. Et c'est vrai que à partir du moment où tu ancres avec un geste, tu rentres dans le corps, en fait, dans la matière. Ouais, c'est ça, dans la matière, clairement. Tu es beaucoup plus enclin et tes souvenirs, enfin, tu t'en rappelles, tu as tout le souvenir qui vient avec, tout le processus qui vient avec. Et un grave. process comme toi, tu fais, au-delà que les gens, je pense, qui rentrent dans l'eau, bah, ils se souviennent aussi de ce qu'ils ont réfléchi en amont, je pense, pendant tout ce que tu leur fais faire. Passer par la gratitude, Ouais, bah monter, ouais. descente émotionnelle. Ça, c'est fort. Parce que derrière, enfin, moi, j'ai des souvenirs d'événements que j'ai pu faire comme ça, où bah, clairement, je les ai encore en tête. Et enfin, quand je suis un peu en down ou une chose, ou voilà, même une décision difficile ou autre, bah, je les ai toujours en tête, en fait. Ouais, Ces grave. moments-là où tu te connectes à ça, ce qui est plus fort, et du coup, ça te fait vibrer, et puis tu y vas. Voilà, Bah, de bref. ouf. Et ça, c'est purement le fonctionnement du cerveau qui Ouais. va voir dans le passé, OK, c'est quoi les souvenirs que j'ai stockés dans ma mémoire qui me donnent des informations sur ce qui est en train de se passer maintenant. Et le cerveau, il fait que ça. Je vais voir dans le passé, je projette dans le futur. Je vais voir dans le passé, je projette dans le futur. Et il fait Ouais. plein de raccourcis. Et du coup, ce truc de créer des moments fondateurs qui restent dans tes souvenirs et la manière dont ça reste, c'est les émotions fortes. Donc, soit elles sont positives, soit elles sont négatives, mais voilà, c'est ça le spectre. Ouais. Mais quant à ça, c'est un outil de ouf pour la suite. Et effectivement, c'est pour ça qu'en séminaire, ou enfin, dans tout ce que je fais, un des objectifs, c'est créer ces moments d'ancrage auxquels on pourra revenir pendant toutes les années à suivre et qui font que on dépasse les problématiques. Quoi. Hmm. Ouais, c'est fort. C'est fort, et ça te distingue aussi, je pense, de la masse par rapport. Bah voilà, on est quand même nombreux dans ce domaine, et bah, il y en a beaucoup, c'est juste de la visio. Et ça joue beaucoup, je pense, aussi en ta faveur, et c'est ce qui te distingue bien. Donc, Mhm. c'est chouette, ça.
Ben, ouais, je pense qu'un des trucs que j'observe le plus dans notre écosystème d'accompagnants, de business coach, blabla, tous ces trucs-là, c'est Mm. que la majorité des gens ont une approche très extérieure vers intérieur. C'est-à-dire, c'est basé sur des frameworks, des méthodes, et on essaye de te donner la recette, tu vois. Et du Mm. coup, tu es là, tu apprends la recette, phase 1, phase 2, phase 3, ok, il faut que je fasse ça, puis il faut que je fasse ça, puis il faut que je fasse ça. Mais il y a tellement de trucs qui peuvent foirer sur ce chemin, tu vois. Je pourrais donner à toutes les personnes qui nous écoutent au travers de ce micro ou du téléphone ou de l'ordinateur, peu importe comment ils écoutent, la recette sur mesure. Et si vous suivez ça, vous aurez 3 000 € par mois de manière récurrente, comme les promesses qu'on voit Ouais, ouais. dans les pubs Facebook. Je pourrais leur donner. Ça n'existe pas. Mais imaginons que ça existe, je pourrais leur donner. Il y a 25 milliards de trucs qui feront qu'ils ne l'utiliseront pas, Et que si face ils au truc, connaissent il y aura peut-être une... déjà en plus. Ouais, et Ouais. voilà, et ils connaissent peut-être déjà. Et du coup, pour Souvent, c'est moi, ça. la... Grave. Pour moi, la vraie différence, du coup, c'est pas cette approche extérieure vers intérieur, c'est intérieur vers extérieur de, OK, partons de qu'est-ce qui fait que toi, à l'intérieur de toi, tu as les leviers émotionnels, on parlait des miens au début de l'épisode, on a Mm. tous des leviers émotionnels qui font que tu n'as pas besoin de te discipliner, en fait. Quand tu as la difficulté en face, quand tu te reconnectes à ça, bah, tu la traverses. Ouais. Et c'est ça qui sera le plus au service du fait de mettre en place les stratégies qu'il faut, parce que oui, bien sûr, il y a des stratégies, c'est pas que ce qui se passe dans nos têtes, mais c'est le cumul des deux. Et quand on part trop de l'extérieur, ben, on essaye de se forcer à être comme ci, faire comme ça, dire tel ou tel truc, alors que ça ne nous ressemble pas. Et donc, c'est évident que ça marche pas quand on fait que ça, quoi. Quand on se Mm. conforme à ce que l'autre nous dit qu'on devrait être. Ouais, 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 ouais. Ouais, clairement. Moi, j'ai longtemps été dans ce schéma-là. Avant de trouver ma voie, j'étais longtemps été dans ce schéma. Bah, je pense nous Et tous, hein. ouais, je pense qu'on est tous rentrés par une porte comme ça, par une pub ou un truc qui nous a happé, et se dit, ah, tiens, ça me parle ça, et on va voir. Et puis au final, tu fais un bout de chemin, bah non, on va prendre à gauche, à gauche, à droite. Et puis au final, tu te rends compte qu'en fait, oui, tout part de soi et que ouais, c'est ce qu'il y a de plus important à travailler. Et, ouais, Ouais. ok, good. Bah, merci pour ces partages. C'était vraiment intéressant. Je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Avec plaisir, avec plaisir. J'ai envie de te demander un petit peu les croyances que tu as et qui se diffèrent aujourd'hui de la masse et qui t'ont amené jusqu'à là où tu es aujourd'hui. Ah, j'adore. Je pense que la reine de toute croyance qui me fait du bien, effectivement, je suis content d'utiliser le mot croyance pour le définir parce qu'en vrai, je ne sais pas si c'est la réalité. Et on revient sur ce truc des fenêtres de qu'est-ce que je vais préférer croire qui est le plus à mon service pour avancer. Et celle dont je parle, c'est une que moi j'ai reçue de Tony Robbins, qu'on peut critiquer ou non, mais il y a plein de belles choses dans ce qu'il fait. Et comme Hmm. enfin, tu disais tout à Oui, l'heure, clairement. avantages et inconvénients à chaque situation, avantages et inconvénients à l'approche de chaque personne. Mais un des trucs que j'ai reçu de très fort de Tony Robbins, c'est cette croyance de la vie est toujours à notre service. Elle est jamais contre nous. Et en anglais, ça donne Life is always happening for us, not against us. Et ça, pour moi, par exemple, sur l'histoire de mon père, ça change tout. C'est-à-dire que les événements de nos vies, aussi difficiles et inconfortables qu'ils soient, et même si bien sûr notre préférence, ce serait que ça ne se passe pas et qu'on vive autre chose, quelque part, ils sont à notre service. Une autre manière de dire ça, c'est que tout ce qui nous arrive, c'est la médecine dont on a besoin pour nous soigner d'un truc dont on ne sait pas encore ce que c'est. Et tu vois, moi, la conviction de me dire tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien, même si je ne le sais pas encore, ça m'aide à vivre tellement mieux, tellement de trucs qui arrivent, tu vois. Et ça me permet de rebondir plus vite, de me dire, OK, donc si c'est à mon service, c'est quoi le cadeau, quoi? C'est quoi Ouais. la leçon? C'est quoi le bénéfice? C'est quoi le truc que ça m'apporte? Et comment je transmute ça pour avancer derrière? Et pas me morfondre sur, ah putain, ça n'a pas marché, ou, enfin, tu vois. Ça me fait bien rire parce que ça résonne bien. Ce matin, j'ai suivi une perte de 10K sur un placement là. Ce matin, du coup, je suis encore en train de Aïe. chercher le cadeau là, mais j'avais la même réflexion à midi, Ouais. exactement la même, mais vraiment, bon, pas de, ça me vient pas de Tony Robbins du coup parce que je l'ai pas vu chez lui, mais ça, exactement la même chose. Et que tu le dises maintenant, ça résonne bien. Ouais, grave. Et c'est cool que tu donnes cet exemple parce que, effectivement, souvent on voit pas. Souvent on sait pas. Mais d'être persuadé qu'il y en a un et qu'à un moment donné, il va apparaître et on va le trouver, c'est ça qui compte en fait. Ouais. Plus que de le trouver tout de suite. Mm. C'est d'avoir cette espèce d'assise de
ok, là c'est la merde, ça me casse les couilles, j'aurais préféré que ça se passe pas, mais je sais que quelque part c'est à mon service et à un moment donné je me rendrai compte, ça permet d'avancer en fait. Ouais, ouais, clairement, ouais. Ouais, ouais, clairement. Ça prend, bon, ça m'a pris 2-3 heures, hein, de le passer émotionnellement, mais là, c'est bon, tu vois. Ce qui est déjà bien, 2-3 heures c'est déjà pas mal. Ouais. Ok, bah, écoute, ouais, c'est une bonne croyance. Et ça me fait penser à... Je reviens de vacances au Mexique. Et il y a dans la rue au Mexique, il y avait à Tulum un gros panneau en bois. Et il y avait une citation de Tony Robbins dessus. Incroyable. En pleine rue, je sais pas combien de milliers de personnes passent là-bas par jour. Et c'était écrit, la seule chose que tu peux changer ou que tu peux choisir, c'est ton Hmm. identité. C'est écrit différemment, mais de ce que je m'en souviens, c'était ça. C'était vraiment travailler ton identité. Et quand tu parles de Tony Robbins, ça m'a juste fait repenser à ça. Euh, et clairement, ça fait partie aussi de l'identité de se dire que, OK, il y a plus grand que nous aussi. Enfin, oui, il y a quelque chose de plus grand que nous et tout ce qui nous arrive aujourd'hui, bah, c'est à notre service. Et ça, quelque part, je pense que ça fait partie de notre identité aussi, de se dire que, OK, c'est arrivé, point. Maintenant, go for it, on avance, strike away et on va pas se morfondre ou quoi. C'est une identité Grave, aussi. Et ça fait partie du grave. mindset de l'entrepreneur, du freelance voilà, un succès, je pense. Ouais, bah j'allais rebondir. Clairement, pour moi, ce sujet j'ai fait un carrousel sur ça récemment, sur l'impact de ce que je me raconte être, donc mon identité sur ce que je fais. Ouais, C'est immense et c'est pour moi un vrai sujet qu'on pourrait étiqueter mindset. Pareil, dans notre programme Surf, on a un séminaire mindset, un séminaire identité, ok, où un des premiers trucs qu'on fait, c'est poser les gens face à face, les yeux dans les yeux, pendant 3 fois 3 minutes, avec comme seule question, genre je te fixerai, je dirais Ludo, dis-moi qui tu es. Et là, je ferme ma gueule et je t'écoute parler pendant 3 minutes. Et ok. en prise, on recommence. Bon, Et ça on doit être recommence ça challengeant, trois ça. fois. C'est intense, hein? Mais en fait, quand tu fais ça, t'enlèves toutes les couches de ce que je pense être, ce que je me raconte sur moi et ce que la société dit de moi aussi. Hmm. Et tu vas, genre comme un oignon, Ouais, ouais. et tu reviens de plus en plus proche aux fondations, en fait, à ce qui est vraiment toi, et pas je suis quelqu'un de sociable. Ok, bah, on t'a dit que tu étais quelqu'un de sociable, en fait. Ou tu te racontes que ta manière de te comporter dans tel ou tel événement, ça fait de toi quelqu'un de sociable. Et tous les trucs qu'on met derrière je suis, c'est des trucs qui vont impacter énormément comment on se comporte. Et il y a plein d'études pareilles fascinantes, notamment qui ont beaucoup été faites sur les gens qui fument, pour montrer que les gens qui s'engagent et qui veulent arrêter de fumer, c'est plus dur pour les gens qui s'identifient à je suis fumeur que les gens qui n'ont pas cette identification. Et les gens qui s'identifient à je suis fumeur ont beaucoup plus de mal à arrêter de fumer parce que ça fait partie de leur identité. Hmm. Et il y a une phrase de Tony Robbins qui parle de ça, et c'est peut-être celle-là d'ailleurs, qui dit un des pouvoirs les plus puissants de la psychologie humaine, c'est le fait de chercher à rester conforme à son identité. Donc si je juge que je suis un fumeur, toute ma psychologie agit dans le sens de rester conforme avec ce que je me raconte que je suis, parce que ne plus être conforme à son identité, c'est comme mourir en fait. Notre Oui. identité, c'est ce qui nous permet de nous repérer dans le monde. Et si on sait plus se repérer dans le monde, c'est comme si on disparaissait. Ouais. Ouais. Et c'est là où je rejoins à fond ce que tu dis, c'est pour toute personne qui a envie d'atteindre n'importe quel objectif, dans nos cas ici, un objectif entrepreneurial, de créer telle ou telle boîte, ce qui va nous plus nous permettre de le faire, c'est pas tant les stratégies, c'est qui on devient dans le processus. Ouais. Et on cherche à devenir quelqu'un pour qui c'est normal ce type de réussite-là, ou pour quelqu'un pour qui c'est normal de s'exprimer sur scène, ou pour qui c'est normal d'être toujours présent sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est ça qui change quand ça devient partie intégrante de qui on est et qu'on le Ouais. fait avec fluidité, plutôt que alors il faut que tu dises ça en premier, puis ça en deuxième, puis ça en deuxième. Ben, en fait, c'est pas encore ton identité, donc c'est normal que ce soit dur, quoi. Hmm. Ouais, clairement. Ouais, ça me parle bien, ça. Tu faisais référence à un séminaire, enfin une immersion mindset et une immersion identité. Qu'est-ce que tu Ouais. différencies de l'identité du mindset? Dans l'identité, pour moi, il y a toute la couche de conditionnement qui est en gros le masque qu'on porte dans le monde. Qui Ok. est-ce qu'on pense qu'on doit être, qui est-ce qu'on nous a dit qu'on devait être, tout ce qu'on a hérité de nos parents, tout ça. Ouais. Donc la première marche, c'est enlever ça. Ok. Puis reconstruire mes fondations. Ok, quand j'ai enlevé le masque, maintenant, qui je suis vraiment et qui j'ai envie d'être et de devenir.
Et comment ça s'incarne dans des choses très concrètes comme mes valeurs, comment j'incarne mes valeurs dans ma boîte, Mmh. euh, la manière dont j'ai envie de relationner avec les gens, comment j'incarne ça dans ma boîte. Donc en gros, c'est prendre ce que je me raconte être mon identité, ce que j'ai envie de montrer au monde, mais comment je m'entraîne à le faire davantage et être plus à l'aise de le communiquer aux autres et poser mes limites, dire ce qui est important pour moi, sortir de ah putain, il faut que je dise ça pour que les gens me plaisent et annoncer clairement dans sa com voilà ce qui est important pour moi, voilà les gens avec qui je veux bosser, voilà mes conditions et poser ça, tu vois, ça c'est moi, quoi. Mmh. Et effectivement, on peut se dire que c'est partie du mindset. L'identité, pour moi, c'est un des trucs qui est dans notre tête. Ouais. Et ma définition du mindset, c'est toutes les choses qui influencent nos décisions et nos comportements. Et donc, notre identité influence nos décisions et nos comportements. Mais pour moi, c'est tellement important qu'on a tout un séminaire là-dessus. Et du coup, le OK. séminaire mindset, il creuse plein d'autres choses sur tous les autres niveaux de ce qui influence qu'est-ce que je vais faire au quotidien, quelles décisions je vais prendre dans telle ou telle situation, comment je vais réagir, parce que beaucoup de mes comportements sont complètement réactionnaires et pas du tout conscients. Mais comment est-ce que je OK. déconstruis ça pour prendre des décisions et avoir des comportements plus conscients, quoi. Je vois. OK, ça marche. Je vois comment tu dissocies, les 2. Ça roule. J'aimerais parler un petit peu d'écologie avec toi parce que je sais que c'est Trop quelque bien. chose qui est fort, et qui est, important pour toi. J'ai vu notamment que tu reversais 1%, je crois? Je sais plus. Ouais, il y a Hem, deux trucs que je fais. ouais, 1% de tout ce qui passe par Stripe est reversé dans un fonds qui s'appelle Stripe Climate, ouais, qui investit dans plein de technologies pour l'absorption carbone. Donc, il y a 1% de tout le chiffre d'affaires qui part là-dedans. Et à la fin de l'année, je reverse aussi 1% des ouais. bénéfices à différentes associations. Donc, l'année dernière, c'était WWF. J'ai investi dans Time for the Planet aussi. Et une autre asso qui travaille sur les sujets de la malaria en Afrique. Pour le coup, c'est pas écologique, mais c'est Oui, toujours ça, écologique et social. Donc, en ouais. gros, l'idée, c'est comment faire le plus de bien possible aux êtres humains à court terme et à long terme. Pour moi, à long terme, c'est l'écologie. Et à Mmh. court terme, même à court terme, c'est l'écologie en vrai aussi. Mais à court terme, c'est sauver des vies. Mmh. Et du coup, il y a un groupe de scientifiques qui évalue chaque année les endroits où, pour 1 euro investi, tu sauves le plus de vies. Et cet assaut sur le malaria en Afrique, c'était l'endroit où il y avait le meilleur rapport d'investissement. Donc, c'est pour ça que j'ai OK. investi dans cet assaut-là. Effectivement, ça, c'est un truc que j'ai envie de faire tous les ans, redonner un peu, tu vois. Ouais. Et je me raconte que, tu vois, ça c'est une réflexion un peu sociétale, mais je me dis, j'ai de la chance de kiffer ce jeu entrepreneurial, ce jeu de créer des trucs qui ont de la valeur sur un marché, accumuler des finances. Et je me dis, c'est un privilège de kiffer ce jeu. Il y a tellement de gens qui n'aiment pas ce jeu et qui ne voudraient pas y jouer et qui sont forcés à y jouer parce que on n'a pas une société encore assez intelligente pour avoir imaginé d'autres possibles pour ces personnes-là. Mais je me dis, moi, j'ai la chance de kiffer ça. Donc, mon devoir avec ce privilège, c'est de give back et de redonner et de faire en sorte que j'utilise ce privilège pour faire du bien. C'est une des manières dont j'ai envie de le faire, de militer pour le monde dans lequel j'ai envie de vivre, notamment avec les finances que je peux acquérir, quoi. C'est une belle démarche et je t'avoue qu'elle m'a fait réfléchir aussi, à faire quelque chose dans le même style donc Trop bien. et comment est-ce que tu la combines concrètement au quotidien? Je sais pas, peut-être dans tes immersions, peut-être, je sais pas, Ouais. tu choisis des lieux spécifiquement par rapport, tu dis que tu vis dans une maison, BBC du coup? Enfin, ouais, comment est-ce que tu combines l'écologie avec, ton activité, Ouais. entrepreneuriale aujourd'hui? Super, super question. Pour moi, il y a deux niveaux encore. Comme ce que je disais tout à l'heure sur transformer la société dans laquelle on vit pour les freelances, il y a toujours les actions individuelles, donc Mmh. ce que je fais pour un client ou ce que je fais pour moi, et les actions structurelles. Et sur Ouais. l'écologie, à mon sens, c'est pareil. Il y a les actions individuelles. Donc moi, par exemple, j'habite dans une maison passive. On n'a pas du tout de chauffage. L'isolation est tellement ouf que même en hiver, on peut se balader en t-shirt. OK. L'eau est chauffée avec un gros panneau solaire. On a des trucs d'électricité. On est chez Enercop, qui est un truc avec que de l'énergie verte. Voilà, donc il y a plein d'actions à notre niveau. Je suis végétarien aussi. J'essaye de plus prendre l'avion. Enfin, j'essaie de suivre au maximum tous les trucs pour baisser mon empreinte. Ouais. Donc ça, c'est au niveau individuel. Perso, individuel pro aussi dans la boîte, c'est effectivement de se poser la question de c'est quoi toutes les actions qu'on peut faire pour réduire notre empreinte et ou contribuer.
Donc, par exemple, effectivement, les immersions, on cherche toujours à les faire dans des lieux soit qui respectent la nature au maximum, soit qui sont engagés dans un processus pédagogique. Donc là, par exemple, une de nos prochaines immersions, ça va être dans un écolieu, où en gros, c'est tout un processus de permaculture, où sur place, on bouffe les légumes qui font pousser dans le même jardin, et ils ont un traiteur qui cuisine des légumes pour les gens qui viennent faire des retraites et des séminaires. Donc en gros, on embarque nos clients, nos clientes dans des lieux où eux aussi, ça les fait avoir des prises de conscience là-dessus. Hmm. On essaie d'appliquer ça aussi à toute la démarche médiatique que j'ai. Je sais que, tu vois, pour moi, je vais parler d'argent et de médias. Les deux sont un peu comme des rivières. Il y a un flux qui vient de l'amont et un flux qui part en aval. Ok. Je parlais de finances tout à l'heure. Je capte un flux financier de l'amont. L'argent qu'on me paye, ce qui rentre dans ma boîte, etc. Ouais. Ce qui me donne le pouvoir de décider en aval, qu'est-ce que je vais en faire? Dans quel sens est-ce que je le redirige? Est-ce que je redirige vers Total ou est-ce que je redirige vers l'asso du coin qui veut faire une cantine bio pour l'école de mon village? Et Mhm. pareil sur l'attention médiatique, avec mon podcast, la chaîne YouTube et tout, je capte l'attention des gens et j'ai envie de capter de plus en plus l'attention des gens pour pas qu'elle aille sur un média pourri comme un BFM TV, Ouais. pour ne citer que. Et Ouais. ensuite, j'ai la responsabilité de rediriger cette attention sur des choses. Les gens me font confiance pour me donner une part de leur attention. Ben, comment je la redirige? Et moi, j'ai envie de la rediriger effectivement vers des sujets écologiques, des sujets politiques, pour qu'on s'engage et qu'on fasse changer les choses. Je me suis beaucoup engagé pendant toutes les dernières élections là-dessus. J'ai envie de l'orienter vers comment faire changer les choses à son niveau. Enfin voilà, j'ai aussi l'opportunité médiatique de faire avancer les cheminements et les réflexions sur toutes ces idées. Et donc ça aussi, c'est une action. Et là, toute la réflexion du moment, dont je parle beaucoup avec Alex d'ailleurs, de Live Mentor, qui est un super pote, je me questionne sur comment je continue de faire de mon entreprise une plateforme qui peut vraiment faire bouger les choses, autant individuellement avec ce qu'on fait pour les clients et les clientes, mais aussi structurellement et politiquement pour que la société bouge avec nous, quoi. Et pour moi, une entreprise peut vraiment avoir une putain de force de frappe là-dessus. Et du coup, j'ai envie de continuer de construire ça. Donc voilà, quelques exemples et la grande vision. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais Si, si, ça donne des ça pistes. répond très bien. Ça répond très bien, ça m'a fait réfléchir en même temps aussi. Mais c'est vrai, on voit clairement l'entrepreneuriat tel que toi, l'incarnes, c'est clairement vers toi et vers les autres et vers, OK, on veut faire bouger les choses, bah, c'est à moi de les faire bouger. Et ça, c'est une des forces qu'on a dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut faire bouger les choses à une échelle Ouais, plus grosse que ce qu'on est peut-être juste quand on est salarié. ouais. Même si bah, tu peux aussi aller dans des assos quand tu es salarié et ainsi de suite, tu peux faire des dons et tout ça. Mais quelque part, tu portes un projet au même titre que tu portes ta boîte dans Grave. les mouvements que tu peux créer. Et ça fait encore une fois partie de l'identité. Et ça, c'est puissant. De ouf. Et j'ai fait une vidéo récemment qui parle un peu de ça, qui dit, enfin, j'ai envie de rappeler aux gens que chacune de nos actions est politique. Chacune de nos actions, rien que parce que les autres nous voient faire, c'est quelque part un vote pour le monde dans lequel on veut vivre. Et à Mhm. ce sens, tu vois, se lancer en freelance, c'était ça le propos de ma vidéo, se lancer en freelance, c'est une action politique. Parce qu'en Ouais, fait, c'est qu'est-ce un qu'on dit vote. quand on se lance en freelance? On dit, je ne suis pas d'accord avec la manière dont le marché du travail traite aujourd'hui les travailleurs, la subordination dans les grosses boîtes qui t'infligent de faire ce qu'on te dit de faire à telle heure, à tel endroit, et que tu n'as pas la liberté d'habiter ou de vivre où tu veux parce que bah, il faut bien gagner sa vie. Donc tu vois, genre se lancer à son compte, c'est un vote qu'on fait parce que tous les gens autour de nous, ce qu'ils voient, c'est cette personne n'est pas d'accord avec la structuration du marché du travail et elle le fait savoir en osant construire une autre vision. Mhm. Et c'est pareil avec tout. Quand on arrête de manger de la viande, c'est un message politique, c'est une action politique. Je ne suis pas d'accord avec le fait que, pour notre plaisir, on dépense des kilotonnes de litres d'eau, on utilise des hectares et des hectares de champs pour nourrir des bêtes qui ont seulement vocation à être tuées. Enfin, tu vois, c'est un acte politique Ouais, en ouais. fait. Et que on a tous et toutes, quelque part, effectivement, le pouvoir de se dire quel exemple je montre avec ma vie qui influence le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et on peut le faire à tous les niveaux, dans tous les domaines de notre vie. Mhm. Ouais, clairement.
Bien. Je te vois réfléchir. Je te vois Ouais, réfléchir, ouais, ouais, Ludo. ouais, je réfléchis. Non, non, mais c'est vrai, tu as complètement raison. Tu as complètement raison. Et c'est bien, parce que le message que tu portes, il fait sens pour toi. Et du coup, il est véhiculé d'une autre façon que quelqu'un qui le dirait de façon lambda, qui le dit juste pour Ouais, le dire, quoi. Toi, tu le portes, ce message. Et c'est ce qui fait aussi l'aura et la portée de ton message. Et ouais, c'est génial, bravo. ouais, bah, tu as grave raison. Tu vois, je le sens là quand j'en parle. Ouais, Genre, mon ton évolue. Je sens, genre, un putain d'alignement. Je sens de la force, je sens de la présence. ouais, Et ouais, c'est ça clairement. qui, t'as raison, c'est ça qui fait la différence, tu vois. C'est pas la technique de comment prendre la parole en public. C'est, je suis tellement aligné et tellement connecté à ce que j'ai envie de défendre avec ma boîte que du coup, ça sort comme ça, en fait. Ouais, et c'est exactement pareil pour n'importe quel projet entrepreneurial. Là, on parle maintenant d'écologie, des Ouais, RSE, social et éthique et autres. Mais projet entrepreneurial, c'est exactement pareil. Le message que tu portes, la vision que tu as, la mission que tu as, que tu incarnes, l'identité que tu incarnes, si c'est pas la tienne, tu auras beau mettre n'importe ouf, quelle technique de prise de parole. Au final, le message, il va chier, hein. Enfin, c'est pareil, quoi. de ouf. Tu peux être C'est la ce personne truc. la plus nulle en éloquence ou quoi, et avoir un message fort et puissant, il y a tout le monde qui va te suivre. C'est Si tu as l'émotionnel dedans, et encore une fois, c'est from inside, quoi. ouais, clairement, Ça part de clairement. l'intérieur. Du coup, j'ai une question où je pense qu'on a déjà répondu de façon saupoudrée un peu dans tout l'épisode. Là, c'est qu'est-ce qui, selon toi, fait le succès et la réussite d'un entrepreneur? Hmm. Bah ouais, hein, je pense que, comme tu l'as Voilà. dit, on l'a dit plein de fois, c'est l'intériorité. C'est Ouais. comment je me branche à en dessous de toutes les couches de conditionnement, de tout ce que j'ai reçu de toute ma vie, de ce qu'on m'a dit que je devais faire, être, avoir, quand je me reconnecte à ça à l'intérieur de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire du temps qui m'est offert sur cette putain de planète bizarre, Mhm. qui sont les gens à qui j'ai vraiment envie de contribuer et c'est quoi les problématiques que ces personnes ont que je vais les aider à résoudre et comment je construis un véhicule qui me permet de changer ma vie, la vie de ces personnes et le monde selon la vision que j'ai de ce qui serait mieux pour le monde. Et ça change pour tout le monde, tu vois. Moi, là, je te parle d'écologie et tout. J'essaye de me baser le plus possible sur la plus grande rationalité de la science, ce que les gens les plus intelligents du monde disent sur ce qu'il faut qu'on fasse. À mon petit niveau, en vrai, j'ai aucune idée, mais je suis convaincu. Et Ouais. qui dit que ma vision est moins bonne que celle de mon voisin, tu vois. Et Mhm. c'est cet alignement-là où je suis en mode, je sais que ce qui est le mieux pour moi, ce qui est le mieux pour mes clients, et ce qui m'inspire de leur offrir, et ce qui est le mieux pour le monde, et ce qui m'inspire d'offrir au monde, c'est ça. Ben ça, à mon sens, ça me donne effectivement des ressources internes tellement puissantes par rapport à des gens qui se disent, ah ben là, il y a une place sur le marché, donc je vais essayer de faire ça. Ah ben tiens, on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, donc je vais essayer de faire ça. Et là, assez vite, tu te retrouves face à des limites. Et du Ouais, coup, ouais. tu te questionnes, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Ah non, peut-être pas, du coup, je vais changer de projet. Et tu tournes en boucle pendant des années. Donc, à mon sens, ce qui conditionne le plus, je ne sais plus si tu as dit le succès ou la réussite, mais c'est vraiment Les quand deux. tu es branché, quoi. Quand tu es vraiment branché et que tu touches à la couche au-dessus ou la couche plus profonde que la recette de comment faire, entre guillemets. Mhm. Ok. Très bonne réponse que j'approuve et je valide à 1000%. J'ai une question, on arrive à la fin. Ton meilleur achat ou investissement de moins de 100 euros? Ah, j'adore. Alors, c'est très facile. Je vais te le montrer à l'écran. C'est cette boîte. C'est une boîte malheureusement en plastique, une boîte qui s'appelle Kitchen Safe. Et en gros, il y a un timer dessus. Donc, Ok. tu fous ton téléphone à l'intérieur ou tout objet Ouais. addictogène. Ok. Tu mets ton timer. Tu peux mettre plusieurs jours. Et quand tu appuies sur le bouton, la boîte se ferme et c'est impossible de l'ouvrir. Ok. Cet objet est incroyable, justement pour me permettre de lutter contre cet autre objet affreux qui est notre téléphone, Ouais. où il y a des milliers de personnes qui réfléchissent tous les jours à cette question de comment je fais pour que les gens passent de plus en plus de temps sur cet objet ou sur les applications qui sont sur cet objet. Et c'est un malheur pour tellement de trucs. Ça contribue à l'anxiété générale qui règne dans le monde, ça contribue à diviser les humains entre eux, ça contribue à ne pas nous permettre d'être concentrés sur les projets qui ont vraiment du sens pour nous, ça contribue à ne pas nous faire kiffer nos relations les plus importantes avec qui on vit.
Enfin, cet objet est à la racine de tellement de maux de notre société. Donc, clairement, cet objet-là, pour Ok, l'enfermer dedans et lutter contre l'addiction que nous avons tous et toutes, achat incroyable qui a changé ma vie cette année. j'adore. J'adore. Je Très bon recommande. achat. Ok. Et tu vois, quand je te disais la vision de la boîte bureautique, etc., un jour, mon ami, je vais faire des boîtes comme ceci et je vais en distribuer à tous mes clients. Et pas Sûr et en certain. plastique. Et pas en plastique, ce sera beau, ce sera peut-être en bois avec un mécanisme à l'intérieur, je ne sais pas encore comment, mais. Énorme, j'adore. Thomas, où est-ce qu'on te retrouve? Comment est-ce qu'on te contacte? Comment est-ce qu'on Ouais, vient vers toi? good question. Je pense là. Alors, deux choses. Si vous avez envie de manger beaucoup de contenu, je vous invite à aller écouter le podcast. Il y a 80 épisodes, donc ça fait à peu près 90 heures sur tous les sujets autour de l'indépendance et le freelancing. Très bon podcast. L'autre endroit très cool, c'est la newsletter. J'envoie un mail par semaine depuis 4 ans maintenant et je ne compte pas arrêter. Où là, on plonge encore plus loin. Donc, le podcast, c'est 1 heure, on écoute. Là, dans la newsletter, c'est un sujet par semaine, on plonge. Et ensuite, si vous voulez discuter avec moi, vous pouvez soit répondre à cette newsletter, soit me mettre un petit DM sur Instagram. C'est souvent sur Instagram que j'aime bien traîner. Ok, bah, je mettrai tous les liens sous la show note du podcast. Trop J'ai bien, envie de merci Lipo. te demander encore tes mentors. Ça m'est venu juste comme ça, parce qu'avant tu parlais de Tony Robbins, et j'aimerais voilà, Ouais, te poser la j'adore. question. J'en ai beaucoup qui changent en fonction des périodes de vie. C'est assez évolutif et c'est assez divers. Un truc que j'adore faire, c'est aller creuser dans des endroits qui ne sont pas l'entrepreneuriat et ramener des trucs comme ça. Ce qui me mène, par exemple, dans le bouddhisme, trucs de méditation, euh, je sais pas, même la permaculture. Enfin, tu vois, genre plein d'endroits différents qui, a priori, ne sont pas l'entrepreneuriat et ramener ça. Donc, ça change beaucoup. Ce que je peux dire, peut-être, c'est en ce moment. En ce moment, il y a une personne qui m'inspire beaucoup qui s'appelle comment? Du coup, c'est drôle, je me souviens plus de son nom. Je vais ouvrir Instagram pour te dire. Elle s'appelle Simone Grace Seol. C'est une Américaine qui, je vais te dire comment elle se définit. Elle écrit business shaman sur son profil. Ok, En ce moment, elle m'inspire beaucoup parce qu'elle fait des ponts entre le féminisme et le consentement et les stratégies marketing et notamment les stratégies de prospection d'accord. pour dire des trucs du genre que ce qui se passe beaucoup dans le marketing et la prospection, c'est une incarnation de la culture du viol, dans le sens où on dépasse constamment les limites des gens et on vient s'introduire dans leur vie sans leur autorisation. Et du coup, elle essaye de porter une vision opposée qui est basée sur le consentement, du coup, de demander l'autorisation et que toute action entreprise, y compris de pitcher, ce soit un truc où tout le monde est hyper enthousiaste. Ouais. Et ça, je trouve qu'il y a tellement de gens qui détestent la prospection, notamment des femmes, qui, je pense, ça vient de là, tu vois, ça vient du fait qu'en fait, elles se sentent tellement en insécurité quand ça leur arrive, parce que des gens viennent outrepasser les limites de ce qui est Mm. acceptable pour elles ou pour eux. Et du coup, enfin voilà, c'est comme une agression, en fait, quelque part. Donc, elle m'inspire beaucoup en ce moment et j'adore ces ponts. Enfin, tu vois, je porte du vernis, je suis un peu féministe dans l'âme. J'aime bien déconstruire les normes sociétales. Donc ça me parle beaucoup en ce moment. Euh, je suis en train de lire aussi un peu dans la même vibe un livre de Bell Hooks, qui est pareil, une figure écrivaine féministe qui travaille beaucoup sur les sujets autour de l'amour. Et j'adore D'accord. faire, je pense, le deuxième sujet préféré de ma vie, juste en dessous de business et fonctionnement humain, c'est les relations intimes et amoureuses. Et du coup, j'adore pareil explorer cet endroit-là et faire des ponts. Donc ça, c'est une deuxième personne. Et je pense une troisième personne, je peux quand même citer Tony Robbins, qui a eu une grosse influence sur ma vie, à plein de niveaux, même s'il y a plein de choses qui m'inspirent pas. Par exemple, à quel point il a détruit sa santé parce qu'il a Mm. outrepassé ses propres limites pour construire un truc autant énorme. Et moi, ma part écolo, elle a envie de respecter ma propre écologie personnelle aussi et pas me flinguer, même si c'est dur parce que je suis tellement inspiré. Enfin, tu vois, c'est le pesant Ouais. de. Je suis tellement inspiré par ce que je fais que, et mon père faisait ça aussi, j'ai tendance à un peu dépasser mes limites physiques et aller au-delà, et du coup à me cramer. J'ai pas fait de burn-out encore, mais peut-être ça arrivera un jour, je me le souhaite pas. Je le souhaite pas Mais non plus. non,
Mais du coup, ouais, Tony Robbins m'a inspiré sur plein de trucs. Et il y a une petite citation dans ma bibliothèque là-bas que ma mère m'a écrite en calligraphie. Et peut-être qu'on va terminer sur ça qui dit se fixer des objectifs et avoir des plans et des projets, c'est le début d'un processus qui transforme l'invisible en visible. Hmm. Et j'adore la fin de cette phrase qui, pour moi, parle beaucoup de ce qu'on fait quand on est entrepreneur. C'est prendre des choses qui n'existent pas, des idées, des pensées, des lubies, et les transformer en des trucs physiques. Hmm. Et tant qu'on reste dans le monde invisible, en fait, on n'apporte rien au monde. Le processus, c'est vraiment, je prends l'invisible, je le fais, je le rends visible. Et j'adore cette réflexion-là. Ouais. Excellent pour terminer. Merci beaucoup. Avec grand J'adore. plaisir. Merci à J'adore. toi, Ludo. Pour faire perdurer ce podcast, avoir des invités toujours aussi intéressants, je pose quand même une dernière question qui est, Yay! voilà, qui est-ce que tu aimerais bien voir passer après toi sur ce podcast? Et on clôturera Cool. définitivement sur ça. Trop bien. Est-ce que tu as une envie particulière d'un type de personne? Parce qu'en vrai, je pourrais te recommander plein de gens, mais je suis curieux de avec qui tu aimerais vraiment discuter ou sur quel sujet. Non, j'ai pas d'envie particulière. De belles personnes, Ok. de belles Alors, personnes, voilà, je vais te qui rentrent dans le recommander. sujet du podcast. Ah, mais ouais, Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, avec qui tu vas pouvoir parler de ce qui se passe dans nos têtes et d'un truc un peu mindset, voilà. quoi. Alors, je pense qu'une personne avec qui tu kifferais discuter, c'est ma première coach, qui est aujourd'hui aussi ma coloc, meilleure amie associée, Oh, qui s'appelle Marie Lahanadza, qui est la personne avec qui je co-gère le programme Surf. On est les deux coachs là-dessus. Et ça a été ma rencontre avec elle qui m'a catapulté dans le milieu du coaching de l'accompagnement. Et, euh, et elle, pour le coup, elle mélange beaucoup les sujets de féminisme, sexualité, écologie, mindset, alignement. Enfin, c'est une personne fascinante. Et du coup, je pense que tu aurais une super belle discussion avec elle. super. Bah, je vais découvrir ce monde alors et je vais aller voir vers elle. Merci beaucoup pour la suggestion. Je ne le connaissais pas. J'adore. Il y a des personnes que je ne connais pas et on me donne le nom. Du coup, je peux découvrir des nouveaux C'est pans, des cool. nouvelles choses. J'adore. Trop bien. Merci beaucoup. Ouais. Avec grand Merci pour plaisir. cet Merci à échange toi. aussi. J'ai vraiment bien apprécié. Je savais que ça allait être riche et ça l'a été. Donc, je suis content. Bah, merci et bravo à toi, Ludo, d'avoir fait sortir toutes ces belles choses de moi. Avec plaisir. Pour les personnes qui sont encore ici à nous écouter, bah, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez appris de belles choses. Si c'est le cas, bah, partagez-le avec nous. S'il y a des questions ou autres, je pense que tu es ouvert à la Grave, discussion. Voilà. Donc, grave. sentez vraiment vous libre de venir vers nous. C'est fait pour ça. Il n'y a pas juste deux personnes qui parlent. On parle à une audience. Et les interactions, c'est ce qui fait ce qu'on kiffe aujourd'hui. Donc, sentez-vous libre de De venir vers ouf. nous. De Et ouf. bah, partagez l'épisode aux personnes à qui ça peut servir. Voilà, voilà. Sur ce, on va clôturer l'épisode et on se dit à la prochaine. À plus. Ciao. Bye.